les différentes procédures d'urgence dont le juge administratif peut être saisi. Alors, il faut bien le dire, la formulation de ce sujet pouvait amener à quand même une interrogation préalable. D'abord, l'expression « les différentes procédures d'urgence ». D'accord ? Alors, le mot important que j'ai souligné en lisant, c'était « procédure ». Pourquoi ? En réalité, on pourrait avoir un doute. Ça serait de dire il y a des régimes d'urgence. Le régime de l'état d'urgence sanitaire, le régime de l'état d'urgence de droit commun, le régime sécuritaire, la loi du 3 avril 1955, le régime de l'article 16. On pourrait avoir une espèce de confusion en se disant, après tout, est-ce que ces régimes d'urgence peuvent être envoyés devant le juge administratif? Et le questionnement serait alors celui-ci. Pas du tout. Parce que vous voyez bien que c'est écrit les différentes procédures d'urgence dont le juge administratif peut être saisi. Alors, il faut bien être clair, cette formulation, elle est quand même un peu maladroite, parce que c'est écrit « dont le juge administratif peut être saisi ». Parce que, en réalité, la formulation juste serait « dans le cadre desquels le juge administratif peut être saisi ». Mais, en réalité, on en comprend la raison d'être à partir du moment où on voit les choses dans une perspective historique. Les procédures d'urgence dont le juge administratif peut être saisi, elles ont été créées par la loi du 30 juin 2000. 30 juin 2000 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Et donc, en 2021, au moment de l'élaboration des sujets, on était sur ce format-là. On fêtait les 20 ans des procédures d'urgence devant le juge administratif. Et donc, en réalité, si on avait voulu avoir une formulation extrêmement claire, ça serait les procédures d'urgence devant le juge administratif. Mais ça aurait posé une interrogation, qui est toujours cet enjeu. Donc là, comme on a écrit « dont le juge administratif peut être saisi », on pensait ici clarifier la question. Alors, ces procédures d'urgence, introduites par la loi du 30 juin 2000, en fait, elles sont assez peu nombreuses. Il y a le référé suspension, le référé liberté et le référé mesures utiles. Les articles L 521-1, -2 et -3. Il faut être clair. Il existe de nombreux référés devant le juge administratif. Comme par exemple le référé provision. J'ai besoin que le juge me fasse une avance d'argent parce que derrière j'ai un contentieux. Ce référé provision est-il un référé de l'urgence? Non. Comme le référé expertise. Le référé, c'est une procédure qui est caractérisée par le fait que le juge va statuer à juge unique. Les procédures d'urgence, elles, bien sûr, ont comme caractéristique d'être animées par une urgence, une condition d'urgence qui va déterminer que le juge fasse droit à la demande ou non. Alors, moi je crois que là-dessus, il était important d'accorder de longs développements au référé suspension et au référé liberté qui avaient montré leur utilité tant sous le régime de l'état d'urgence de droit commun que dans le régime de l'état d'urgence sanitaire. En revanche, des développements moins importants pouvaient être accordés au régime de l'état d'urgence, du référé mesures utiles. Il y avait quand même des choses à mettre en avant. Je pense qu'il était important, par exemple, de faire une première partie sur le référé suspension. Le référé suspension,
qu'est-ce qu'on mettait en avant? Des conditions et des effets. Les conditions, il est forcément l'accessoire d'un REP, lui-même recevable. Les conditions qui sont, le référé suspension doit être exercé à l'encontre d'une décision administrative. Des conditions qui sont que le référé suspension doit, bien sûr, caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Parce que, en fait, le juge va suspendre la mesure en attendant la décision au fond. Des conditions qui sont celles de l'urgence. L'urgence étant caractérisée, on avait les jurisprudences Commune de Venelle, Confédération nationale des radios libres, etc., qui va être caractérisée par l'effet de cette mesure sur la situation du requérant. Évidemment que là-dessus, on allait mettre ceci en avant. Même si on pouvait ajouter en disant, oui, alors attention, parce que caractériser l'urgence, normalement, c'est à la charge du requérant. Mais le législateur a parfois présumé l'urgence, pour l'état d'urgence sécuritaire, pour l'état d'urgence sanitaire, et puis le juge a lui-même mis en place parfois des présomptions d'urgence, lorsqu'est en cause, par exemple, l'éloignement d'un étranger. Donc, je mets en avant des conditions. C'est l'accessoire du REP. Il faut qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Il faut caractériser une urgence. Et puis, je vais essayer de montrer les effets. Le juge a comme pouvoir de prononcer la suspension de la mesure. En principe, le temps de l'instance, pas au-delà. Mais j'essaye de démontrer aussi que rien n'est joué. Et que bien sûr, ce qui est jugé dans le cadre de la procédure de référé suspension n'a pas d'effet automatique sur le jugement au fond. C'est pas parce que l'acte a été suspendu que le juge sera obligé de l'annuler. C'est le référé suspension. Après le référé suspension, il y a bien sûr le référé liberté, l'article 521-2. Là encore, je vais rappeler les conditions. Il faut tout d'abord qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. J'explique ici que la notion de liberté fondamentale, elle est autonome, elle est rattachée à cette notion de référé liberté. C'est le juge administratif qui veut. Et puis, il faut qu'il y ait une urgence. Même si là, je peux essayer d'être un peu plus précis, dire, attention, la condition de l'urgence dans le référé liberté est appréciée de manière plus exigeante, plus rigoureuse. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, on a ce qu'on appelle une conception qui est dite finaliste. Est-ce que, dans le référé liberté, le juge doit statuer sous 48 heures? Est-ce que l'atteinte à la liberté est telle que, effectivement, il faille prendre une mesure sous 48 heures? Et ensuite, quels sont les pouvoirs du juge? Le juge a une palette de pouvoirs qui est beaucoup plus étendue. Déjà, c'est pas l'accessoire du REP, mais il va pouvoir prendre des mesures provisoires, ordonner des décisions, etc. Et là-dessus, vous pouviez prendre des exemples. Pendant la prépa, nous vous avions expliqué les stratégies autour de la jurisprudence Mbala, les stratégies sur le contentieux des étrangers, et les mesures d'éloignement, ou encore sur le contentieux de la fin de vie. Vous deviez ici mettre en avant l'utilité de ce référé liberté sur soit une stratégie classique, soit sur les régimes d'urgence. Et là-dessus, je crois que, une fois que vous aviez présenté ces deux procédures, on pouvait voir les voies de droit. Le référé suspension, il est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, là où le référé liberté, il est susceptible d'un appel devant le Conseil d'État. Ces procédures d'urgence ici, et ces voies de droit sont adaptées à la condition de l'urgence. On a besoin d'un appel parce que c'est un référé liberté, il faut que le juge l'examine, mais en même temps, plutôt que de le perdre en appel, on va directement devant le Conseil d'État, ce qui permet de gagner une case, si je puis me permettre. Dans le pourvoi en cassation, dans le cadre du référé suspension, la philosophie est un petit peu différente. Enfin, on pouvait parler du référé mesures utiles, qui va permettre au justiciable de faire entendre une demande, pourvu de ne pas faire obstacle
à l'exécution d'une décision administrative, qui peut être d'ailleurs utilisée par l'administration elle-même. Hein. Je fais un référé aux mesures utiles parce que il y a un principe, et là je crois qu'on pouvait être empreint de pragmatisme, qui est que l'administration ne peut pas, en principe, exécuter elle-même ses décisions, sauf si la loi le prévoit ou l'urgence le justifie. La jurisprudence Société immobilière Saint-Just. Et j'allais essayer de démontrer l'utilité alors de cette procédure. Ce que vous deviez mettre en avant, c'est que ces procédures d'urgence devant le juge administratif témoignent de, on dirait, la réactivité du juge administratif dans des contentieux qui sont de plus en plus marqués par l'urgence. Bon courage à vous. La question, elle était assez classique et je serais presque tenté de dire attendue. Il s'agit les restrictions au principe de libre circulation des nationaux fondées sur la notion d'ordre public. Pourquoi classique, pourquoi attendu? Classique tout d'abord parce que tout ce qui touche à la restriction, à la liberté d'aller et venir, c'est évidemment un sujet qui est très orienté par rapport au concours de police. Pour plusieurs raisons, eu égard d'abord à la mission des autorités de police, bon, ça c'est plutôt le volet, je dirais, future carrière, et puis également parce que c'est vraiment au cœur du programme, avec à la fois des éléments qui relèvent du droit pénal et des éléments qui relèvent du droit public. Donc c'est une vraie pure question de liberté, au carrefour, des autres branches du droit. Donc, plutôt classique. Ensuite, plutôt attendu. C'est vrai que cette question, elle a un arrière-goût, elle a un petit relent d'état d'urgence. Alors, l'état d'urgence, bien sûr, aussi bien sécuritaire qu'aujourd'hui sanitaire, c'est une question qui est omniprésente dans les concours, notamment de la police, mais pas seulement, pas exclusivement. Et on voit bien que, encore aujourd'hui, ça reste évidemment incroyablement important au regard de l'actualité et donc en perspective de sujets pour les différents concours. Et bien évidemment, quand on parle de restrictions à la liberté d'aller et venir, on a immédiatement à l'esprit les assignations à résidence de la loi du 20 novembre 2011, état d'urgence sécuritaire, et bien évidemment toutes les mesures de couvre-feu ou encore de confinement qui, elles, découlent de l'état d'urgence sanitaire. À partir de là, on peut faire quelques remarques sur le sujet. D'abord, on parle des nationaux. Alors, il n'y a pas de piège ici, puisque la question le précise. Il fallait quand même faire un petit peu attention, en ce sens que il faut exclure ici la rétention des étrangers, la liberté d'aller et venir des étrangers, les différentes lois maîtrise de l'immigration, droit d'asile, etc., etc. Bon, ici, ça ne présentait pas de grandes difficultés. Maintenant, le deuxième élément du sujet, c'était de bien définir ce qu'est la liberté d'aller et venir avec les différentes sources et notamment le Conseil constitutionnel qui rattache cette liberté à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et non pas à l'article 66 de la Constitution. Ce qui veut donc dire que, au titre des garanties juridictionnelles, il y a l'intervention et du juge judiciaire et du juge administratif. Mais on ne doit pas oublier le Conseil constitutionnel. Ensuite, l'autre terme du sujet, c'est l'ordre public. L'ordre public, on en connaît la définition, on connaît la trilogie classique, sécurité, salubrité, tranquillité. En apparence, cela ne pose pas de grandes difficultés. Mais ça veut dire que l'on devait veiller à exclure de notre propos les restrictions à la liberté d'aller et venir qui ne reposent pas exclusivement sur l'ordre public. Et on peut ici penser, par exemple, à l'hospitalisation sous contrainte.
puisque l'hospitalisation sous contrainte peut être indirectement rattachée à une mesure de nature à préserver l'ordre public, mais pas nécessairement. Donc ce n'était pas le cœur du sujet. Bien sûr, on pouvait en faire état, bien évidemment, mais compte tenu du format de l'épreuve, je crois qu'il était préférable de se concentrer sur ce qui était véritablement le cœur du sujet. Donc attention à ça, ça veut dire qu'en amont, et donc dans un laps de temps incroyablement court compte tenu du format de l'épreuve, il fallait faire un tri dans le catalogue des différentes restrictions possibles. À partir de là, je pense que s'agissant des connaissances mobilisables, il y avait deux volets. Le volet plutôt pénal et le volet administratif. Encore une fois, même si nous sommes dans une épreuve de droit public, il s'agit d'une question de liberté et on sait très bien que les questions de liberté, elles concernent toutes les branches du droit. Ne pas oublier non plus, lorsque c'est nécessaire, l'apport de la jurisprudence européenne. Alors pour le volet pénal, qui est plutôt votre spécialité et bien plus que la mienne, il y a le cas des vérifications d'identité. Il ne faut pas oublier que si le contrôle d'identité n'est pas en soi une restriction à la liberté d'aller et venir, la vérification d'identité au commissariat, c'est une mesure restrictive de liberté. Alors, elle n'excède pas 4 heures, bien évidemment, mais ça reste une atteinte à la liberté d'aller et venir. Ensuite, il y a le cas particulier de la rétention de sûreté. Là, on flirte avec le sujet. Mais il est possible de considérer que la décision de prononcer une rétention de sûreté à l'égard d'une personne ayant déjà purgé sa peine relève de la protection de la sécurité publique. Compte tenu des conditions de l'application de la rétention de sûreté, je pense qu'on pouvait l'intégrer au sujet. Après, bien sûr, il y a la garde à vue. Bon, là-dessus, pas besoin de s'étendre plus avant, je dirais. La garde à vue, c'est une mesure qui a une finalité, conservatoire, et donc qui permet de protéger d'éventuels témoins contre la pression du gardé à vue. Donc il y a bien un lien, certes, un petit peu indirect, avec la sécurité publique. Là aussi, on flirte avec le sujet, puisque la garde à vue n'a pas cette unique finalité. Et puis, il y a aussi le cas de la détention provisoire, pour laquelle on peut considérer que le placement d'une personne dans un tel système de détention recouvre à peu près les mêmes raisons, les mêmes finalités que la garde à vue. Donc il y avait quand même un petit volet pénal sur lequel, à mon avis, il ne fallait pas insister, mais ne pas du tout l'évoquer, c'était un petit peu dangereux. Ensuite, bien sûr, il y a le volet administratif. Bon, c'est le plus important pour nous, compte tenu du fait que nous sommes dans une épreuve de droit public. À partir de là, il y a les restrictions, on peut dire traditionnelles, à la liberté d'aller et venir, et qui sont des mesures de police administrative générale. Couvre-feu pour les mineurs, les arrêtés anti-mendicité, sous bien sûr le contrôle du Conseil d'État, classique, la jurisprudence Benjamin du 19 mai 1933, le fameux contrôle de proportionnalité, avec cette expression désormais consacrée du juge, la mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Et puis, il y a les restrictions qui ne sont pas classiques, qui reposent sur une situation de crise, une légalité d'exception, bon, l'état d'urgence. Et à ce moment-là, les exemples ne manquent pas entre l'assignation à résidence pour le volet sécuritaire. On n'oubliera pas ici de rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel, donc la QPC du 22 décembre 2015, Cédric D, sur la constitutionnalité, de l'assignation et la compétence du juge administratif.
Et puis, les mesures maintenant auxquelles nous nous sommes malheureusement un petit peu habitués et qui, elles, découlent de l'état d'urgence sanitaire, couvre-feu et confinement. À partir de là, on peut considérer qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet. Maintenant, plusieurs approches étaient possibles. Plusieurs constructions étaient possibles. Alors, c'est vrai que dans le cadre du concours d'officier, vous avez très peu de temps pour répondre aux 2 questions, donc très peu de temps pour répondre à chacune des 2 questions. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas toujours opportun de faire un plan trop détaillé. Mais une structure peut toujours être utile, d'abord parce qu'elle va faciliter notre rédaction, et puis ensuite, ça facilite la correction, et on sait très bien que plus le correcteur a le sentiment que le candidat a la maîtrise du sujet, plus la note monte. Or, faire un plan, c'est montrer une certaine maîtrise. Alors, moi, j'ai retenu 3 choix possibles. Le premier choix est le plus dissertatif. Et donc là, je m'adresse plus à ceux qui passent le concours de commissaire. Plus dissertatif, où on va évidemment ici parler des restrictions possibles. Donc ça pourrait être une restriction justifiée par la protection de l'ordre public. Et ensuite, deuxième étape, le contrôle du juge. Donc ça pourrait donner un titre du type « Une restriction encadrée par un contrôle juridictionnel ». Ça, c'est un balancement qui, à mon avis, est le plus dissertatif, un petit peu difficile à tenir pour le concours d'officier. Deuxième choix possible, c'est qui serait vraiment je dirais le choix qui est le plus orienté sur l'actualité, et donc qui consistera à parler, première étape, des restrictions de droit commun. Donc là, on parlera et du volet pénal et des mesures de police administrative générale, et puis la deuxième étape, les restrictions exceptionnelles. Et là, bien sûr, on parlera des mesures qui découlent des différents états d'urgence sécuritaire et sanitaire. Ça, c'est le choix, si vous voulez, qui fait la part belle à l'état d'urgence. Et donc, en 2022, aujourd'hui, je pense que ça peut se justifier. Et puis, il y avait un troisième choix possible, mais qui me semble un petit peu plus difficile en termes rédactionnels, c'est d'évoquer, dans un premier temps, les restrictions individuelles, et dans un deuxième temps, les restrictions collectives. Ce troisième choix, à mon avis, est le moins opportun. Pourquoi ? Parce qu'il risque de nous contraindre à parler d'un même régime dans les 2 parties, puisqu'il peut très bien y avoir des restrictions individuelles et collectives reposant sur un même régime. Je pense notamment à l'état d'urgence sanitaire, même si ce sont plutôt des restrictions collectives. Donc à mon avis, le choix numéro 3 était possible, acceptable, mais peut-être le moins important. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur cette question issue du concours d'officier 2022. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt.